Messieurs, dames, comme je le disais il y a 12 secondes sur Twitch, dans ma partie talk, venez sur Twitch, ceux qui viennent de YouTube, on s'y sent bien, on est bien, il fait bon vivre, venez dialoguer, discuter un peu avec nous, c'est beau. Comme je le disais il y a 15 secondes, bonsoir évidemment à tous ceux qui sont encore là, bonsoir à ceux, ou bonjour, qui regarderont sur YouTube la rediff. Les gens devraient parler plus d'Invincible. Les gens devraient parler plus d'Invincible, le monde devrait plus regarder Invincible. Ce n'est pas normal que les gens commencent simplement à découvrir Invincible dans les 2 derniers épisodes de la saison 3, ou commencent simplement à se dire « Ah, hein, Invincible, c'est cool !» Tiens, si on en parlait, simplement parce que les 2 derniers épisodes sont arrivés et que c'est des quasi chefs-d'œuvre. Non. Invincible devrait être discuté tout le temps. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, j'aime bien Invincible. C'était un plaidoyer très pro-Invincible. On est là, évidemment, pour parler d'une série que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à mon Yaya. Je ne sais pas s'il est encore dans le chat, mais c'est quasi exclusivement grâce à Yaya parce qu'il m'en a parlé très souvent. C'est un peu le Sévrance de Preach, hein. Comment ça va, Julie? C'est un peu le Sévrance de Preach, hein. C'est-à-dire que globalement, ces mecs-là m'en ont parlé tous les jours pendant 1 an et demi. Donc je me suis dit, allez, on va regarder. Et je vais faire une petite rétrospective des 2 premières saisons, vous donner ce que j'en pense très brièvement avant de commencer la troisième, puisque aussi étonnant cela puisse être. Je n'ai jamais parlé d'Invincible sur YouTube, etc. ou sur Twitch, or sur les lives bilan de fin d'année, puisque Invincible était dans le classement de mes top séries ou top saisons de fin d'année 2024. J'avais rattrapé la saison 2 en 2024, vous me direz dans le chat, mais je crois qu'elle était sortie en 2024, la saison 2 de toute façon. J'aime beaucoup Invincible. L'une des choses qui m'a marqué, moi, quand j'ai commencé un petit peu à regarder Invincible, c'était le casting. Je me disais, Robert Kirkman, Walking Dead. Bon, déjà, évidemment, moi, ça me parle parce que je suis quand même un enfant de Walking Dead de base. Hein, donc, Robert Kirkman, j'ai tous les comics hein, de Walking Dead, etc. La belle époque de Walking Dead, que ce soit série ou comics, c'est quand même assez hallucinante. 2023, la saison 2, donc je l'avais rattrapé en 2024. J'avais quelques mois de retard, peut-être. Parce que je l'avais rattrapé début 2024, si c'était sorti fin 2023, il me semble que j'avais pas tant de retard que ça. Mais évidemment, Invincible me tentait. Alors déjà pour Robert Kirkman, pour l'univers un peu super-héroïque, parce que Invincible, alors même si le ton est pas le même que The Boys, ben je trouve qu'avec The Boys, c'est un peu ce qui se fait de mieux en matière de super-héros. Spoiler, calmons-nous quand même, Daredevil Born Again est arrivé. Hein. Donc Daredevil Born Again a reposé un petit peu des burnes du côté du MCU et a dit hey, il y a aussi Daredevil hein, qui est dans les meilleurs projets actuellement d'univers de super-héros. Mais c'est vrai qu'Invincible est très sanglant, très violent, très émouvant. Alors beaucoup moins trash et beaucoup moins politiquement incorrect que The Boys. C'est pas du tout la même idéologie. Puis là, on va dans l'espace, etc. Enfin, c'est vrai que c'est très riche, je trouve, Invincible. Et c'est une série que j'aimais énormément justement pour ça, pour sa richesse, pour sa culture, pour la qualité de ses personnages, pour son casting, comme je le disais, Steven Yeun, mais on avait aussi évidemment J.K. Simmons hein, en Omni-Man, exceptionnel Omni-Man. Toujours des personnages non manichéens, c'est-à-dire que globalement, il y en a, tu peux le voir un ou 2 épisodes, et puis ensuite tu vas le voir une saison plus tard, et il aura changé, le personnage est toujours très bon. Mention spéciale à Powerplex, que je trouve très bon dans la saison 3. Aaron Paul, qui vient donner sa voix à Powerplay. Je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants dans la psyché de cette saison 3. Et puis, bah voilà, le nombre de comédiens qu'il va y avoir là-dedans, on retrouve quasiment tous les acteurs de Walking Dead. Hein. Jeffrey Dean Morgan vient d'arriver en Conquest. Très fort d'avoir pris la quasi-intégralité, justement, du collectif de Walking Dead pour le premier épisode de Invincible, là où Omni-Man fait un carnage total sur les gardiens, parce que justement, on voulait frapper fort, et comme ils étaient là que pour un épisode, on s'est dit, allez, on va quasiment prendre tous les gars de Walking Dead. C'était vraiment, je trouve, très drôle à faire, et c'était très intéressant. On a Jonathan Banks qui est arrivé, Walton Goggins, on a eu du Mahershala Ali, on a Sandra Oh aussi qui joue la mère de Steven Yeun. Enfin, un casting exceptionnel, vraiment. C'est en termes de voix, t'en es à un point où tu te demandes qui c'est qui manque. Sterling K. Brown qui est fantastique dans le rôle pareil, d'un antagoniste au final qui n'était pas censé en être un, hein, mais qu'il devient vraiment malsain, glauque au possible. Alors comment il se fait reconstituer dans la saison 3, etc. C'est très trash. Les derniers épisodes sont d'ailleurs très trash. Il y a, comment dire,
Voilà, un casting intéressant. Et c'est vrai que les deux premières saisons, je m'étais régalé. Je m'étais régalé pour le final de saison 1, Think Mark, Think de Omni-Man contre Invincible. Ça prend des proportions telles en termes de mise en scène, d'esthétique, de travail des personnages, de profondeur. Enfin, c'était vraiment très très fort, comme on n'a pas l'habitude de le voir. En tout cas, pas dans l'univers des séries de super-héros live action. Invincible est de toute façon, à mon avis, une série qui serait impossible de faire en live action. Enfin, garder la même violence, le même côté un peu viscéral, etc., sans que ce soit porté à l'excès, comme The Boys, me paraît très compliqué. Et ça demanderait un budget beaucoup trop conséquent. C'est très bien de l'avoir fait, très bonne idée de l'avoir fait en animation. Moi qui suis pourtant pas un grand amateur de l'animation. Mais on va regarder par curiosité quand même, parce que on cite beaucoup de noms, mais j'ai juste envie d'avoir une idée du casting pour vous donner, hein. Une idée du casting total qu'il y a pu avoir là-dedans. On a Steven Yeun, on a Mark Hamill qui fait le tailleur de super-héros. On a Mark Hamill, Lauren Cohan, Seth Rogen, Ross Marquand, J.K. Simon, Zachary Quinto. Génial, j'adore ce personnage. Le personnage du espèce de bébé créature machin bizarre qui va rentrer dans le corps du Rudy là. Et puis qui va avoir une relation avec la gamine, pareil, toute la thématique de cette relation-là, je la trouve hyper intéressante. On a Michael Cudlitz, évidemment, de Walking Dead, on a Carrie Payton de Walking Dead, on a John Hamm, on a Sandra Oh, Walton Goggins, Mahershala Ali, Jimon Onsu, bah bien sûr, évidemment, Jimon Onsu, il est à peu près dans tous les projets. On a Clancy Brown de Lost et notamment de Detroit Become Human, qui est aussi Sterling K. Brown, qu'on avait cité, Cliff Curtis, hein, qui joue le nouvel homme de la mère d'Invincible. Enfin, voilà. C'est un casting 5 étoiles. Bah, pour une série vraiment très impressionnante. Vraiment très impressionnante. Et oui, je trouvais qu'il y avait une richesse esthétique. Alors, c'est très fort parce que c'est une série qui a une richesse esthétique, alors que pourtant, d'un point de vue visuel, va y avoir un film live, j'ai peur. Ah, ils vont faire un film live action. Ah, mais moi, j'y crois pas du tout. Film live action, malheureusement, je n'y crois pas du tout. Je suis très sceptique. Mais enfin bon, pour moi, c'était une très bonne idée de le faire en animé. Moins de budget, moins de difficultés à le faire, mais en termes de demande, mais tout aussi qualitatif. Et justement, ce qui est très fort, c'est que on a une mise en scène qui est hyper impressionnante. On a une esthétique qui de temps en temps est soignée. Une esthétique, ça peut être aussi une esthétique créative ou musicale. L'importance musicale dans Invincible par rapport à la bande son et à la soundtrack est très forte. Pourtant, bah, une animation traditionnelle, c'est-à-dire que on n'est pas sur Spider-Man Into the Spider-Verse, on n'est pas sur Arcane en termes de qualité de dessin esthétique pure. Là, on est sur quelque chose de quand même beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus lambda. Même principe que, par exemple, alors, c'est le niveau Invincible, c'est le niveau au-dessus, quand même. C'est le même principe que Jurassic World comme Cretaceous. On n'est pas dans le sens où on n'est pas sur des graphismes extraordinaires. Comment ça va, mon Fred? Invincible est quand même au-dessus de Jurassic World comme Cretaceous ou Chaos Theory, hein, je suis d'accord. Il y a eu des efforts de fait sur Chaos Theory, mais c'est vrai que voilà, l'animation, c'est pourtant pas ce qui est le plus impressionnant, mais ça réussit à être impressionnant dans sa mise en scène, dans la tournure et l'ampleur avec laquelle c'est extrêmement violent. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est un effort de mise en scène, un effort créatif qui fait qu'on arrive à passer outre. Mais en même temps, c'est une série qui est tellement dense. C'est une série qui est tellement riche. Tellement de personnages. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnages. Alors, tu vas d'une histoire à droite, à gauche, etc. Les histoires s'entremêlent. Hein. C'est un peu tiroir, etc. Parce que une histoire va en s'embriquer à une autre, qui va s'embriquer à une autre, etc. C'est très émouvant. Ça pose de véritables questions aussi, hein, d'un point de vue personnalité des personnages, l'importance du père, notamment pour Omni-Man, qu'est-ce qu'être un super-héros, vivre en étant un super-héros. Par exemple, dans la saison 3, j'ai beaucoup aimé le concept quand même de se dire, c'est bien les gars, vous sauvez des vies, mais putain, vous en perdez quand même aussi beaucoup.
C'est important de le savoir. C'est bien, justement. C'est tout ce que n'avait pas réussi à faire le MCU en dehors des accords de Sokovie, je crois. Cracovie, je sais plus. Non, Cracovie, c'est Kemar. C'est le dark web de Kemar, la Cracovie. Donc ça doit être les accords de Sokovie. Où justement, bah voilà, on se rend compte que pour sauver l'humanité, eh ben, on perd énormément d'innocents. C'est discuté dans la saison 3 de Invincible, et ça l'est très bien. Civil War, ça a été raté. Civil War, ça a été raté. Hein. Avengers, l'ère d'Ultron, laisser des bribes de ça. Malheureusement, ils en ont rien fait derrière. Donc malheureusement, c'était quand même assez triste, hein, de voir à quel point ils ont loupé le coche là-dessus. Invincible ne le loupe pas. À eux, ils vont au bout du truc. Powerplex en est l'exemple absolu. Certes, tu sauves des vies, mais c'est quand même aussi un peu grâce à toi et à cause de ce qui s'est passé avec ton père, etc. Alors c'est beaucoup plus à cause d'Omniman, certes, mais il y a quand même cette situation de cause à effet. Ils sont quand même responsables de villes complètement rasées. Quand on pense quand même que dans la saison 3, on a rasé 4 ou 5 villes et qu'il y en a une bonne dizaine qui, à un moment donné, sont quasiment plus en état de marche, c'est que c'est une série non manichéenne par excellence. Il n'y a pas de héros, il n'y a pas d'antagoniste. Alors, il y a des super vilains, il y a des héros qui sont là pour faire le bien, mais ils ont tous des zones d'ombre, ils ont tous des fêlures, et même s'ils font les choses pour une cause noble, il y a toujours malheureusement des moments où ça ne fonctionne pas et des pertes un peu à droite à gauche. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Invincible. Alors, je vais revenir sur les 2 ou 3 petits défauts que j'ai trouvés dans cette saison 3. On a beau être dans une série de super-héros, moi j'ai pas lu, je précise que j'ai pas lu les comics, donc moi je regarde ça d'un point de vue spectateur, et donc du coup je suis normalement constamment surpris. Normalement. Je trouve que c'est une série où malheureusement il n'y a pas assez de vraies victimes. Je vais prendre par exemple l'épisode où l'intégralité des Invincibles viennent sur Terre pour tuer les héros. On en voit qui sont coupés en deux, on en voit qui ont la tête éclatée, on en voit qui se font couper le crâne, machin, ceci, cela. Et ça, c'est récurrent depuis la saison 1. À chaque fois qu'on pense qu'ils sont morts, ils finissent toujours par revenir. Eve a une mort exceptionnelle dans le dernier épisode, mais finalement, au travers d'un détour narratif, ah bah non, finalement, elle n'est pas morte. Bon. Et ça a beau être leur super pouvoir, ça a beau être issu du comics, j'imagine que c'est la même chose, etc. Tout ça, d'accord. Je dirais le même problème au comics si je pouvais le mettre au comics. Il n'y a pas une seule victime. Le pire, c'est Elasticoman, là, je sais plus exactement comment il s'appelle, qui se fait couper en deux, mais finalement, il est encore vivant, même coupé en deux, et il réussit. Alors, très bien, c'est son pouvoir, il n'y a pas de souci. J'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, voilà, on n'ose pas se débarrasser de ces personnages. Il y a des séquences fortes. Alors, il y a Rex, c'est le seul que je voulais pas voir mourir. Donc ça fait chier. Même les antagonistes, hein. Même les antagonistes, finalement, à chaque fois, ils sont toujours en vie. Alors, c'est pas une mauvaise chose parce que ça peut aider au scénario, même si j'ai peur que pour les prochaines saisons, j'espère que ce sera pas trop fourre-tout. Parce qu'à un moment donné, s'il y a 72 personnages d'un coup, ça va amener justement à mon deuxième point négatif après. Je trouve que c'est un peu trop filaire. Mais ça, on y reviendra ensuite. Si à un moment donné, il y a trop de personnages et que c'est trop fourre-tout, bon, ça risque de poser un problème. Après, tu vois, Necron, Eve peut pas mourir. Bah ça, on le sait. Moi, je le sais en tant que non-lecteur des comics. Je le sais là, puisque je vois que dans un cas extrême, elle peut reconstituer les atomes humains pour se... Voilà, ok, pas de souci. C'est son pouvoir, pas de problème. Personnellement, d'un point de vue de spectateur qui aime la belle narration, je trouvais ça plus intéressant qu'elle meure. Pour le développement de Marc. Pour la séquence forte où je me suis dit, ah putain, ils ont des couilles. Parce que moi qui ne savais pas pour son truc, enfin pour son super pouvoir, quand j'ai vu qu'à un moment donné, elle se faisait dégommer la tronche par Conquest et carrément éviscérée, j'étais là, genre, ah ouais, putain, ils ont tapé fort. Je comprends. Là, le premier truc que je me suis dit, c'est je comprends pourquoi ils ont fait encore crever personne. Si la fin, ils font mourir back-to-back Rex plus Atom Eve, ouais, c'est violent. Mais non, puisqu'elle meurt pas. C'est presque de l'ordre. Moi, j'adorais Rex. Un de mes personnages préférés depuis le début. Meilleur arc de rédemption de toute la série. On attend de voir si Omni-Man aura sa rédemption. J'ai pas lu les comics, mais ça m'a l'air d'être quelqu'un qui va avoir une rédemption plus tard.
Rex, rédemption incroyable, personnage haut en couleur, mais en même temps humain, même s'il le cache, héroïque, même s'il le cache. Et c'est un personnage extrêmement dramatique et très romantique, finalement. Dans le romantique, dans le sens littéraire, noble du terme, hein, c'est un personnage romantique, puisque au final, il est poursuivi par le destin, il est amoureux, il pense que finalement il va avoir une vie comme tout le monde, et malheureusement, l'histoire finit par le rattraper et il en vient à se sacrifier pour sauver les autres. C'est quand même très noble et très romantique pour un personnage qui était détesté de tous et qui a trompé Atom Eve un nombre incalculable de fois, qui a dû se taper à peu près l'intégralité du casting. Les possibilités qu'il y a dans la série sont incroyables. Enfin, j'y repense, mais c'est vrai que quand tu vois l'intégralité de tous les personnages, les histoires qui se chevauchent, etc., c'est quand même très costaud. Mais c'est vrai qu'à part Rex, voilà, on n'a pas de mort marquante. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de mort du tout. Si, alors, des personnages non jouables, peu importe où on va hein, sur la Terre, alors oui, des dommages collatéraux, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Séquence du train dans la saison 1, séquence avec Conquest sur la plage et puis en ville, là où on fait un petit remake d'Omniman, où finalement eux sont responsables d'exploser en plein vol un nombre incalculable de personnages. Des séquences très fortes, là aussi. Alors, si, pour le coup, Rex, j'aime tellement sa rédemption qu'au final, sa mort, ça me fait chier parce que c'est un personnage que j'aimais beaucoup. Il y a une séquence. Il y a deux séquences dans la série, moi, qui m'ont mis dans le mal. Il y a deux séquences dans la série qui m'ont mis dans le mal où, pour le coup, je me suis dit, bon, à voir. C'est la séquence de la nana qui est capable de rétrécir, qui se fait dévorer par un antagoniste dans la saison 2, je crois. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle se fait dévorer, on entend les bruits et le travail du son, c'est horrible. Enfin, moi, ça m'écoeure. Au final, elle n'est pas morte. Voilà, donc bon, encore une fois, au final, elle n'est pas morte. De toute façon, c'est simple, dans cette séquence-là, on les laisse tous pour morts, ils sont tous en vie. Tu te prends même une balle dans la tête, dans Invincible, t'es encore en vie. Cette séquence-là, j'avais pas aimé du tout. La séquence où Oliver est à deux doigts de se faire couper en deux par Conquest, j'étais pas bien du tout. C'est peut-être l'une des rares séquences où je me suis dit non, si tu peux le laisser en vie, lui, je préfère, parce que vraiment, le travail du son, encore une fois, les paroles de Conquest, tout le temps. Alors Yaya le disait très bien, hein, je suis victime de mon succès, emporte ça dans ta tombe, je me sens seul, plus personne ne veut me parler parce qu'il considère que je suis un psychopathe, on me demande des trucs ingrats. Même là, la série est géniale en termes de narration. Alors c'est peut-être tiré du comics, hein, mais même là, parce que tu te dis, un mec comme ça, c'est juste un halluciné. Mais en fait, non. Mais le moment où il est sur le point de couper en deux Oliver, j'étais là genre, oh là 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 là, à un gosse, vous faites ça à un enfant? Ah ouais, vraiment. Puis en plus, tu t'entends le truc, tu te dis, non, non, mais c'est pas possible. Et ouais, ça, c'était violent. Ça, plus ensuite Atom Eve qui se prend une immense patate à se démembrer la mâchoire de côté. Ouais, l'épisode final, il est quand même très très fort. Pas oublier que c'est une série qui a des couilles. Quand Conquest et Invincible se tapent sur la gueule, n'oublions pas un truc, hein. Il y en a des enfants qui se font démembrer aussi, là. Hein. Donc, c'est une série qui n'a peur de rien. Encore une fois, je le dis, seul problème, je trouve qu'il n'y a pas assez de victimes. Et donc, du coup, il n'y a pas assez de moments marquants. Même Conquest, on le garde en vie. Sterling K. Brown, le personnage qui a un cerveau énorme là, et qui amène tous les invincibles sur place, reste en vie. Voilà, je trouve qu'à un moment donné, ça manque encore de moments forts et marquants et de disparitions cultes pour que les personnages soient d'autant plus étudiés. L'un des points qui me pose souci aussi, encore plus dans la saison 3, dans la saison 1 et 2, je l'avais moins remarqué. Peut-être un peu dans la saison 2, mais moins. Les jumeaux sont bien morts. Ouais, mais les jumeaux, on les avait vus qu'une fois. C'est-à-dire que c'est pas marquant dans le sens où tu te dis, c'est bien, les jumeaux, ils sont morts, effectivement, et ça met une séquence forte dans le récit, parce qu'on se dit, ah putain, d'accord, donc là, ça y est, ils sont vraiment, voilà. Mais on les voit une fois dans la saison 3. C'est des personnages plus que secondaires. Là, ils ont aucun impact et ils font rien dans la saison. C'est justement, bah, ça lie un peu l'un des trois points. Le deuxième point, c'est que je trouve que c'est peut-être un peu trop filaire. On se retrouve avec 1, 2, 3, 4 épisodes qui parlent d'un certain point. Je trouve d'ailleurs que ça monte crescendo. Les 4-5 premiers épisodes, c'est beaucoup plus sur les relations amoureuses, etc. Et puis,
sur certains développements de personnages, mais beaucoup moins sur de l'action pure, ou alors c'est de l'action filaire, un antagoniste, une situation, une résolution. Et là, on arrive épisode 7, bon, bah, ou fin d'épisode 6. Le méchant principal de la saison 2 arrive. Les Invincibles arrivent, on résout ça en un épisode. On passe à Conquest. Tac, 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 tac. Et j'ai trouvé que c'était trop filaire. Et qui dit trop filaire dit malheureusement aussi trop de personnages. Je pense Soul le dit par exemple, le personnage qui se transforme en dragon. Bon bah lui on sait qu'on va le revoir puisque lui non plus n'est pas mort. Ce serait trop facile sinon. Et tu te dis, lui d'accord il revient. Et la voix d'Arnaud Arbessier, là l'homme un peu qui parle en autotune, lui il est revenu aussi. Et puis on a d'autres personnages, avec le personnage justement qui veut protéger sa fille. Euh, qui se transforme un peu en homme roche. J'ai plus les noms, hein, parce qu'effectivement, il y a tellement de personnages que j'en ai oublié quelques-uns. Lui, encore une fois, il est encore présent. Et puis, Titan, merci, ouais. On aura les Viltruites qui vont arriver derrière. Puis, on a encore d'autres personnages dans la scène post-générique qui viennent d'arriver, qui ont l'air de revenir des enfers. Enfin, d'être dans les enfers. Puis, on a Omni-Man. On ne sait pas exactement où il est pour l'instant. La saison se passe quasiment sans lui. Et puis, on a Conquest qui n'est pas mort. Comment ça va se passer vis-à-vis de Cécile. Puis, voilà. On a un tel melting pot de sous-intrigues, etc. Et de personnages que si on n'arrive pas à tout résoudre, bah, j'ai peur qu'on reste vachement sur notre fin. Parce que là, on a un tel vivier que par moment, tu te dis, ah bon, on repasse là, on repasse là, on repasse là, on repasse là. Le meilleur pote de Marc, qui a un ami qui avait été découpé, etc., par le gars qui travaille pour Cécile, là maintenant, notamment. Bon, on les voit une ou deux fois dans la saison, comme l'ex de Marc, voilà. Bon, intérêt proche du néant, parce que pas de développement. Tu te dis, bon, voilà, dans quelle configuration va aller la série si vous avez tout ça à développer? Tout ça va servir pour la suite, Val, pour un des arcs les plus violents et sombres. Ouais, oui, je me doute. Non, mais je me doute que les comics ont réussi à mettre ça à jour. Là, je parle en tant que spectateur. Encore une fois, pour ceux qui écoutent là et ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, j'ai pas lu les comics. Donc forcément, moi, je me pose des questions de spectateurs qui ne les lisent pas. Je me dis, bon, vous avez beaucoup d'arcs qui sont pas forcément résolus. Vous avez énormément de personnages. Alors, on a l'air d'avoir résolu, par exemple, la nana qui rétrécit. Là, on pense qu'elle va très probablement suivre le chemin que voulait Rex, et puis, à mon avis, quitter les gardiens, sauf si elle y revient justement pour venger Rex. L'Immortel et sa copine veulent fonder une famille. J'imagine que eux, peut-être, on le sent avec la séquence de fin, partiront en exil également pour d'autres choses. Et possiblement pour un dernier ultime affrontement de toutes les forces du bien contre les Viltruites ou les forces du mal. Ils reviendront aussi. Voilà, il y a énormément de... On a récupéré les invincibles morts pour en faire des armes pour Cécile. Il y a les autres dimensions aussi à travailler. Ouais, si, ils ont beaucoup à faire. Là où je trouvais que la saison 1 était quand même beaucoup plus droite, voilà, immersive. Et la saison 2, tu sentais déjà que ça commençait à aller partir là-dedans, mais tu t'y retrouvais encore. Là, c'est vrai qu'il y a tellement de protagonistes, tellement de sous-intrigues, d'intrigues, que ça peut paraître un peu non de sous-développé, voilà, ou en attente, et on a envie d'en voir plus, quoi. Clairement, on a envie d'en voir plus, d'en savoir plus. Il y a les invincibles alternatifs, quoi, c'est dans une autre réalité, mais qui nous dit que certains ne vont pas aller les récupérer pour un assaut final. Ouais, il y a beaucoup de choses à travailler. Alors, il y a une Omniman dépendance qui se fait ressentir la première moitié de saison, je trouve. Là où, par exemple, l'épisode sur Cécile en flashback est excellent parce que, et puis Walton Goggins, hein. Genre Walton Goggins. Moi, ça me fait tellement plaisir de voir ce mec, il est dans tous les bons projets en ce moment. Fallout, là, il donne sa voix et tout, machin. J'aime tellement ce mec, hein, il donne des frissons rien que d'en parler, ce gars-là. Hein. Mais moi, j'adore Walton Goggins, j'adore le personnage de Cécile. Je le trouve tellement, lui aussi, torturé. Quand tu découvres tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi, etc., dans l'épisode flashback. Enfin, c'est un mec qui revient de si loin, qui veut bien faire. C'est profondément quelqu'un qui veut bien faire et qui a la maturité et qui est capable de faire des choix que beaucoup ne feraient pas, même si c'est pas toujours les bons. Il est au moins là pour les faire.
Cet épisode-là est excellent. Il y a plein de choses très très fortes hein, dans Invincible. Même si, voilà, je trouve qu'il y a peut-être éventuellement une Omniman dépendance dans les premiers épisodes où tu sens que l'absence de ce personnage pèse sur la série. Il y a plein de nouveaux protagonistes qui ont été capables de tirer leur épingle du jeu. Powerplex, Rex, Mark, Atom Eve, Conquest, voilà. Mais Omniman, tu sens que voilà, on le voit plus beaucoup depuis 2 saisons et j'espère que son retour sera au niveau. Au début, oui, mais j'ai aussi senti avec cette saison que la série commençait à aller au-delà. Oui, sur la fin, oui. Sur la fin, honnêtement, hein, les 2 derniers épisodes sont tellement exceptionnels, tu le ressens plus du tout. Et même l'épisode 6, je l'ai trouvé bien. Enfin, c'est la première partie de saison, en fait. Les 4-5 premiers épisodes, allez, on va dire 3-4 premiers épisodes, tu sens que ça met du temps. Voilà, c'est... Si toute la série avait été... Si toute la saison avait été de la qualité des 4 premiers, j'aurais dit que la saison, c'était la moins bonne des 3. Ça monte tellement crescendo qu'au final, ça en vient du même niveau que les 2 premières. Hein. Moi, Invincible, c'est une série, globalement... J'ai peut-être tendance à mettre encore la saison 1 devant, et les 2 et 3 à égalité en termes de séquences marquantes. La saison 1, je la mets peut-être quand même devant. La saison 1, tu as toute l'origin story, tu découvres les personnages, Omniman est présent, ouais, il se passe beaucoup de choses hein, dans la saison 1 que j'aime beaucoup. Donc moi je mettrais saison 1 et ensuite saison 2 et 3 à égalité. Mais parce que la saison 3 met plus de temps à démarrer. À partir de Powerplex, ça devient phénoménal. Vraiment, l'épisode avec Powerplex, je l'ai trouvé exceptionnel. Alors si, pareil, en termes d'émotion, traitement et travail de caractère, de personnages, characters. Powerplex et Invincible se battent ensemble. Powerplex carbonise sa femme et son gosse. Le plan sur la femme et son gosse, t'as beau t'y attendre, tu vois le gamin calciné, t'es obligé en fait d'avoir une image affecte et te mettre à la place des personnages et t'es là, tu fais ah là 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 là, parce que c'est pas un mauvais gars. C'est ça qui est hyper riche en fait, c'est que Powerplex, c'est pas un antagoniste. C'est un mec qui est convaincu que ce gars-là est responsable de la mort de sa sœur, de sa nièce, de tout un tas de gens, qui veut faire les choses bien et qui malheureusement vrille. Comme beaucoup de super-héros qui sont devenus super-vilains l'ont fait avant lui. Et les images sont fortes parce que tu les vois comme ça, là, au moment où lui il charge total, tu les vois les yeux écarquillés, tu te dis non, non, non. Et c'est hallucinant. C'est juste un con, en vrai, il réfléchit pas à ses actes. Il essaye au début, il est pris par la haine. C'est pas un con, hein, Powerplex. Il est pris par sa haine et par sa tristesse. Je veux dire, globalement, Anakin Skywalker n'est pas un con, hein. C'est un petit con, Anakin. Non, dans Star Wars 3, c'est plus un petit con, Anakin. Anakin, c'est un petit con dans l'attaque des clones. Mais à partir de Clone Wars, il est bien mieux. Mettre son enfant dans tout ça, c'est pas être con. Non, c'est prendre une décision à la con. C'est pas pareil. Et sa femme joue beaucoup dans la balance. Sa femme joue énormément dans la balance parce que sa femme, elle est quand même vraiment pas loin de prendre les décisions à sa place et de lui dire allez, va au bout, va au bout. C'est pas être con, c'est prendre une mauvaise décision. C'est tactiquement pas ce qu'il faut faire. Mais c'est pas être con, c'est prendre une décision à la con. C'est pas... Bon, pour moi, c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas un con, c'est un mec qui est tellement aveuglé par sa haine et par sa tristesse et sa violence que, à un moment donné, il fait les mauvais choix et il dérape. Mais c'est pas un con, c'est un mec meurtri, c'est pas pareil. Le gars est complètement aveuglé, que malheureusement ça en devient ridicule. Ouais, oui, parce que derrière, il retape tous les invincibles et puis il finit par se dévoiler tout seul en retapant le premier en disant mais putain, c'est encore lui, c'est encore lui. Honnêtement, moi je trouve que cet épisode-là est génial et j'aime beaucoup la tournure du personnage. Et la blague avec l'apparition du générique lors de cet épisode était assez drôle. Oui, ouais, oui, ça j'ai bien aimé, ouais. Bah les génériques sont toujours bien choisis, hein. Tout ça, c'est de la faute d'Invincible. Et de toute façon, je veux juste Invincible. Alors putain, amenez-moi Invincible. Ouais, c'est vrai que celle-là, oui, cette vanne-là est marrante. Mais après, tu vois, un mec comme Powerplex, moi, je pense que ça va devenir un protagoniste. Enfin, j'ai pas lu les comics encore, hein. Mais un mec comme Powerplex, je pense que devant le fait accompli, il passera dans le camp des gentils.
Il aura une rédemption lui aussi. J'espère qu'il passera au-dessus de la haine. Donc on verra. On verra. Mais ouais, il y a des séquences très très fortes. Il peut basculer dans les deux là tout de suite. Ah oui, 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 il peut être. Il peut aller du côté du. C'est un pur twinner, lui, si on veut parler catch, hein. Il peut aller protagoniste, antagoniste dans les deux cas, hein. Et puis il sert au développement de Marc, effectivement. Bah, Marc, il a un développement énorme là-dedans. Parce que Marc, faut imaginer tout ce qu'il a vécu depuis un petit moment, quoi. Il est à deux doigts de voir. Il pense que sa copine est morte sous ses yeux. Son père lui souhaite pas plus de bonheur. À l'heure où on parle, il est convaincu que son père est mort. Enfin, on lui a dit en tout cas que son père est mort. Il est pas loin de voir son petit frère se faire couper en deux devant lui. Bon, voilà, hein. Engstrom Levy qui se mélange toutes les réalités et qui en veut seulement au seul Marc qui est gentil ou le défoncer tous les mauvais. Ouais, oui, lui, c'est pareil. Lui, Engstrom, il a été complètement aveuglé par sa haine, etc. Et par sa douleur, sa souffrance. Et puis bon, bah lui, de toute façon, avec toutes les expériences qu'il a fait, c'est devenu un fou furieux. Alors lui, par contre, c'est un vrai antagoniste, c'est devenu un fou, il n'est pas récupérable. Parce qu'il est complètement cinglé. Powerplex, je pense que bon, c'est différent. Pas encore vu la saison 3, mais je trouve que cette série ne crée pas de nouveautés comme c'est le faire de Boys, à part le personnage de Omni-Man. Bah ouais, mais si t'as pas tout vu, c'est difficile de dire, Lucio. Parce que la saison 3, il y a beaucoup de nouveaux personnages. Quand même, une série qui crée pas de nouveautés, je trouve que Invincible crée plus de nouveautés que The Boys. Ah, il y a les multivers, il y a les autres dimensions, il y a l'espace, il y a les créatures, il y a les Viltruites, il y a le traitement des antagonistes, des protagonistes, des personnages. Ah, s'il y a bien une série qui fait beaucoup de nouveautés et voilà, comme dit Freeze, qui joue avec les codes du super-héros, c'est bien celle-ci, beaucoup plus que The Boys. The Boys, tu passes le trash, le politiquement correct, et puis le côté de- de- au travers du super-héros critique de la société, c'est quand même beaucoup plus tradit, hein. Pour moi, les trois saisons sont faites parfaitement pour adapter le comics et amener la suite. Là, le Marc que vous avez connu a cessé d'exister. Le combat contre Conquest va le changer pour tout le reste du comics. Ça, je pense. Je pense. Après, encore une fois, Yaya, tu sais, pour quelqu'un qui n'a pas lu, c'est toujours plus dur d'établir une analyse pure, etc., au-delà de faire une review uniquement filmique. Ça pose des questions, en tout cas. Ça pose des questions, ça intrigue, et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est une super série. C'est une série qui est hyper quali. J'ai déjà tout vu. Bah, j'ai déjà tout vu ça, et le coup du multivers, je l'ai déjà chez Marvel. Mais ça te fait pas bizarre, Lucio, de le voir en bien? Lucio, enfin, là, t'as une série, tout ce que tu regardes d'habitude, qui est éclaté, là, t'as une série qui le fait bien. Alors, du coup, c'est quand même, enfin, moi, je trouve que c'est innovant, quelque part. Ah, c'est sûr que, ouais, tu vas me dire, Marvel, ils ont les gardiens de la galaxie, on va dans l'espace. Ouais, on a le multivers, les autres dimensions, d'accord, on l'a, bon, ok. Ouais, on a mais je trouve que, en vrai, ça va vachement plus loin que le MCU. Et à voir, autant, on a même là, alors ouais, peut-être que Shang-Chi ou Scarlet Witch le font aussi, mais même là, on a des trucs sur l'enfer, on a des trucs religieux, on a des croyances, des mythologies, enfin ça va vachement loin quand même, hein. Moi je trouve que ça va vachement plus loin que tout ce qu'on voit en ce moment, Lucio. Je vais me dire quand je vois la saison 3 de Invincible, ça me rappelle à quel point la saison 4 de The Boys est décevante. Bah, la saison 4 de The Boys, le problème, là pour le coup, il n'y a aucune nouveauté puisque ça avance pas. Saison 4 de The Boys, honnêtement, tu peux limite la skip à une ou deux séquences près, ça n'avance pas. Il n'y a pas d'avancée. Donc c'est pour ça que, ouais, je vois pas entre les deux, il y a un fossé, quoi. Soit le rôle de Ryan dans The Boys quand tu compares à Oliver dans Invincible, et juste le rôle de Jeffrey Dean Morgan dans les deux œuvres, assez nul à chier dans The Boys en y repensant son traitement. Ah, je suis pas d'accord. Mais je suis pas d'accord parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Oliver, il est du côté du bien, il est plus feu follet. Ryan, il est toujours dans la bascule entre les deux. Ah, Jeffrey Dean Morgan ne joue pas du tout le même rôle, donc du coup c'est incomparable. Et puis il travaille beaucoup Karl Urban quand même, donc là pour moi on peut pas comparer par rapport à ça. Comme House of the Dragon saison 2 au niveau de l'utilité. Ouais, mais House of the Dragon c'est pas pareil. Pour moi, House of the Dragon c'est pas pareil dans le sens où tu sens presque que tu es obligé de prendre ton temps pour arriver aux attaques finales. Sinon, ça irait trop vite. Après,
House of the Dragon, il y a des longueurs, et c'est vrai qu'elle est loin d'être parfaite, par rapport notamment à la première saison qui était très bonne. Elle était dans mon top de fin d'année, mais elle était 7-8e, je crois, ou quelque chose comme ça, hein. Elle n'était pas forcément hyper haute dans le classement. C'est un peu la saison de la maturité pour Marc. Maintenant, il grandit en tant que personne, un couple sérieux. Ouais, ouais, exactement, ouais. Et puis, avec toutes les difficultés personnelles qu'un couple implique, et puis les difficultés de super-héros. En tant que frère et que mentor avec Oliver, et surtout en tant que héros, on lui a dit qu'il était dangereux en saison 2, mais là, en saison 3, il le voit de ses propres yeux. Il est dangereux, elle devrait être dangereux à l'avenir, elle devrait être prêt à tuer. Moi, c'est le côté, justement, je ne veux pas tuer qui devient intéressant, parce que là, on sent qu'il a passé ce cap-là. Qu'est-ce qu'il va être capable de faire une fois qu'il aura passé ce cap-là? N'oublions pas qu'on a vu certains avenirs, etc., et puis certaines formes de futur. Falloir se mettre en place aussi que c'est quelqu'un, effectivement, qui peut vriller vite. Il a un côté Viltruite, donc... Comment ça va, Morgane? Le costume aussi est important. Le costume, symboliquement, il est moins coloré. Tu vois, avant, on avait le côté gentil. Le côté jaune et bleu, c'était presque rassurant. Là, on porte du noir. Noir et bleu, c'est déjà tout de suite beaucoup plus violent. Enfin, Pour moi, ça a une forme de symbolisme aussi. Là, je vous dis, ça va partir sur autre chose que du super-héros, limite du space opéra. Bon, ça me plaît aussi, hein. Ça me plaît aussi, hein. Pour ma part, j'aime la série. J'aime la série, mais beaucoup de personnages à suivre. C'est ce qu'on disait, bien ça, ouais. Trop pour moi qui ne connais pas les comics. C'est vrai qu'attention à ce qu'ils perdent pas certains spectateurs en route avec toutes les sous-intrigues. Je parle en termes de déception quand on voit bien plus Jeffrey qu'un rôle lambda en y repensant. Et comment Oliver, qui est construit comme un petit héros parfait, fait plus de dingueries que Ryan, qui était plus construit comme un vilain. Ah oui. Bah alors pour Jeffrey Dean Morgan, là c'est juste de la subjectivité, c'est l'envie de le voir dans un truc fort, mais pour moi ça peut pas être comparé. Pour Oliver et Ryan, ouais. Disons que Ryan, l'avancée de Ryan est décevante dans The Boys. Et Oliver, lui, a les séquences que Ryan aurait méritées. Pour moi, on peut pas les comparer, c'est pas la même histoire, mais effectivement, enfin, Ryan aurait mérité des séquences à la Oliver. Ça pourrait aller mieux, je sors du cinéma, j'ai été voir Blanche-Neige. Ah, désolé. J'avais dit de pas y aller, hein. Je l'avais dit, hein. Moi, je vais pas voir ça, hein. Je me doute que du coup, bon, c'est pas grave, c'est que 15 balles. Voilà, t'as perdu 15-20 balles. J'espère que t'as pas pris de popcorn avec. Mais oui, je pense qu'à mon avis. Tu me diras si Jadoun a aimé, mais il y a des gens qui sont sortis avant la fin. Ah, mais ça me choque pas. Gal Gadot est le personnage principal, c'est l'antagoniste de base. À partir de ce moment-là, faut plus y aller, hein. Les nains sont en image de synthèse. À partir de ce moment-là, faut pas y aller non plus, hein. Ah non, 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 bah non, ça me choque pas, hein. Jolie revanche méta d'ailleurs. Oui, c'est vrai que ça c'est symbolique. Steven Yeun qui se confronte à Jeffrey Dean Morgan. La boucle est bouclée, hein. Il s'était fait exploser le crâne dans Walking Dead. Bah, il explose le crâne de Jeffrey Dean Morgan en Conquest dans la série par la suite. Donc oui, c'est vrai que c'est assez savoureux. Le coup de multivers démontre très bien que Mark marche sur un fil et qu'il suffit d'un simple changement pour faire de lui un monstre. Oui, parce que tu le vois que peu importe d'un côté ou d'un autre, et ça on le voit avec tous les marques, on a les degrés en plus. C'est ça qui est intéressant, Preach. On a les degrés d'à quel point. Quand tu vois tous les autres invincibles, tu as aussi la méthodologie de bah, pourquoi ça a merdé, à quel point ça a merdé. T'en as, ils sont sans foi ni loi. T'en as, ils ont tué leur père. T'en as, ils ont tué leur mère. T'en as, ils ont pris le contrôle de la planète. T'en as, ils sont là parce qu'ils aimeraient revoir leur mère qui est morte. T'en as qui sont encore sauvables. Dans les invincibles, les méchants. T'en as qui sont encore sauvables à peu près. Qui ont un côté peut-être un petit peu plus humain. Qui n'étaient pas forcément chauds à faire des victimes outre mesure. Et puis il y en a, ils ont complètement sombré dans la folie. Ça montre un peu les gammes. Et c'est très malin de l'avoir fait comme ça. Il y en a notamment un qui était en couple avec William et qui exprime des regrets. Ouais, 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 non, mais c'est ça qui est intéressant. Jade n'a pas aimé, il n'y a rien qui va dans celui-là. Ah ouais, non, non, bah non, moi, je me doute, hein. Je me doute. Mais c'est logique, hein, voilà. Pas choqué, malheureusement. Pas choqué. Enfin, en tout cas, voilà, pour Invincible saison 3, on a fait un joli petit tour, je trouve, de la série. Alors, c'était normal pour moi
d'aller chercher un petit peu une petite rétrospective des saisons 1 et 2 avant. Parce que bah, j'avais envie de donner mon avis sur les saisons 1 et 2, puisque, euh, puisque effectivement, j'avais pas eu l'occasion d'en parler. C'est une très bonne série, avec beaucoup d'émotions. Euh, comment dire, très glauque quand même. Conquest, mec, un petit mot sur Conquest. Bon, on en a pas mal parlé de Conquest déjà. On en a beaucoup parlé quand même, hein. Conquest, moi j'adore. Enfin, je veux dire, Jeffrey Dean Morgan, ouais, il se régale. Tu sais qu'il s'éclate. On a vu des behind the scenes et des B-roll, etc., où tu sais qu'il s'éclate. Le personnage arrive, domination totale dès le départ, charismatique, non manichéen, parce que lui aussi a beaucoup de nuances, notamment dans le discours qu'il dit à Marc, juste avant possiblement de le tuer. Sadique, très sadique, dans l'amusement, parce que ça l'amuse en fait, lui, de faire ça. Ouais, une apparition hors norme directe, à tel point qu'au final, on en aurait voulu plus. On en aurait voulu plus. Enfin, c'est vrai que je le vois qu'un seul épisode, je suis limite frustré. Je me dis, putain, mais fait chier, quoi. J'aurais tellement aimé le voir encore plus longtemps. Mais c'est. Non, c'est très fort. C'est très fort. C'est 8 sur 10 hein, pour moi. En termes de réalisation, de mise en scène, c'est quand même un combat qui dure quasiment tout un épisode. Donc on est au-dessus du combat Mark Omniman, en tout cas à mes yeux. Hein. Mark Omniman, c'était un combat exceptionnel. La séquence du métro était quand même formidable. Mais là, on atteint un stade où ça dure plus d'une demi-heure, où il y a des rebondissements, des personnages annexes, Atom Eve, Oliver, machin, t'en as dans tous les sens, tu te demandes où est-ce que ça va aller. Enfin, c'est quand même très, 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 très costaud. Et ouais, non, c'est ce qu'on appelle une entrée très, très remarquée. Hein. Là, vraiment remarquée. Et Jeffrey Dean Morgan, la puissance de Jeffrey Dean Morgan. Encore une fois, hein, Robert Kirkman, il appelle ses gars et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, j'espère que ce live vous a plu. Rendez-vous dans la semaine. Et pour ceux qui sont sur YouTube, là, venez, on fait Last of Us 2. Daredevil, on continue. On espère voir toujours plus de Punisher. Attention, messieurs, dames, la semaine prochaine, double épisode pour Daredevil. Et ça, c'est bien. À mon avis, ça va proposer du lourd. Will Smith sort un album, on en discutera. Linkin Park ressort un titre, on en discutera. Programme pour la semaine prochaine. Que le monde parle plus d'Invincible, bordel.